Je vois que dans le chat, il y en a certains qui ont regardé la vidéo sur Andretti et Cadillac. Ça fait super plaisir, on a eu des super retours, vraiment. N'hésitez pas à lâcher des likes si ça vous plaît vraiment. Encore une fois, j'ai du mal à quémander, enfin à quémander, c'est peut-être pas le bon terme, mais j'ai du mal à demander du like ou de l'abonnement ou ce genre de choses, c'est pas trop dans ma nature. J'aime bien que les gens le fassent de leur propre chef et mettre leur petit like à eux s'ils ont vraiment apprécié. Je sais que malheureusement avec les réseaux sociaux aujourd'hui, si on vous fait pas la piqûre de rappel sur le like ou l'abonnement, vous avez tendance à oublier, ce qui est normal en vrai, tu vois, parce qu'aujourd'hui on picore beaucoup, on regarde beaucoup de vidéos, on regarde beaucoup de contenu et on pense pas forcément, enfin en tout cas moi c'est mon cas. Je lâche très très rarement un like. Je lâche très très rarement un abonnement, ou alors si vraiment je me dis waouh putain faut vraiment que je regarde ce créateur là pour telle ou telle chose parce que vraiment ça m'intéresse de ouf. Mais voilà, donc n'hésitez pas à mettre un like parce que pour le coup ça aide vraiment la chaîne. Et surtout si le contenu vous a beaucoup plu, bah allez-y quoi, ça fait super plaisir. Et voilà, no spoil pour la vidéo. Je vais pas spoil la vidéo. En revanche, j'ai vu qu'il y avait quelques petites questions en commentaire qui étaient hyper intéressantes. Parce que bah, forcément, c'est quand même une affaire qui est relativement lourde, entre guillemets. Faites ce que je dis, pas ce que je fais en gros. Un petit peu. Mais ça, c'est un peu mon côté melon boulard, hein, si vous préférez. D'ailleurs, Jordan me l'a mis à l'envers. Bon, oui et non. J'ai découvert, parce que je regardais les stats Twitch du dernier stream, et je voyais l'emoji le plus utilisé, c'est un emoji melon. Et je fais à Jordan, mais c'est quoi cet emoji là? Genre c'est un emoji d'un autre créateur de contenu qui a déjà un emoji melon et tout. Il fait, non, mais moi je bosse entre les lives et les vidéos, t'inquiète pas. Et j'étais acheté. Ah bon, donc en fait, maintenant les abonnés, vous avez un petit emoji, melon. Voilà, donc ça fait plaisir, vous inquiétez pas, il y a d'autres choses qui va. Bref, il y en aura d'autres, des emojis melons. Pour ça, bah, pour l'utiliser, je crois qu'il faut être abonné si j'ai fait un faux sub, donc n'hésitez pas évidemment. Tiens d'ailleurs, en parlant de sub, est-ce que l'alerte elle fonctionne? Je pense que oui, ça a l'air d'être bon. Ça c'était un truc. Faut être sub, désolé, je suis un rat. Non mais c'est bien, c'est le sens des affaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais en tout cas, ouais, effectivement, sur la vidéo Andretti, pour revenir dessus rapidement, alors ça a été un bon taf, moi j'ai bien kiffé. J'ai l'impression que ça a mis beaucoup de temps, mais parce qu'il y a énormément d'informations à aller chercher et de choses à recouper. Il y a plein de choses sur lesquelles au début j'étais pas sûr, et puis en fait en recherchant, etc., ça fait vraiment genre. Ça fait ça quoi, ça part un peu dans tous les sens, il fallait vraiment mettre les points sur les i sur plein de choses parce qu'en fait j'ai découvert que il y avait, comment dire, si tu regardes que la surface, t'as qu'une version de l'histoire. Et en fait, quand tu mets vraiment les mains dans le cambouis, tu fais ah ouais, en fait, c'est vraiment, vraiment, genre, beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Et c'est pas juste Donald Trump ou Greg Maffei, quoi. Ça va vraiment plus loin, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Et tout ça, ça joue beaucoup en coulisses, ça joue beaucoup moins sur la place publique pour le coup. Et c'est comme ça que ça s'est joué. Donc c'était une super vidéo, moi j'ai kiffé la faire. On a eu un super monteur, donc merci à Alexandre, d'ailleurs c'est le moment de le remercier, qui a fait un super bon montage. Il y a deux, trois petites erreurs à gauche à droite, mais ça c'est normal, jamais une vidéo est absolument parfaite. Mais en tout cas, vous avez dans la très grande majorité beaucoup kiffé ce format justement, où on prend un peu le temps, où on est un peu posé, etc. Où on explique aussi un côté un peu plus business de la Formule 1. Donc j'ai kiffé. Et vous inquiétez pas, on parlera du sport, on parlera de la technique dans les semaines et mois à venir. Pour l'instant, il y a quand même des sujets un peu épineux, entre guillemets, que j'ai envie d'aborder et qui, je trouve, sont intéressants à aborder. Donc, Andretti et Cadillac en faisaient partie. En plus de ça, on a eu l'annonce de Cadillac officielle pour le coup. Qui a été faite vendredi dernier d'ailleurs. Donc ça tombe plutôt pas mal. Pour une fois, ça me coupe pas trop l'herbe sous le pied, même si on avait déjà tourné. Donc j'étais en mode damn. Donc voilà. Il y avait quand même. C'est là-dessus que je voulais rapidement revenir avec vous, mesdames et messieurs. Oula, alors attention, je prends un risque. Oh, ça fonctionne bien. Je voulais répondre à quelques commentaires / questions. Justement. Par rapport à cette vidéo, parce qu'il y a eu des très bonnes remarques auxquelles j'avais déjà un peu répondu, notamment en commentaire. Notamment un commentaire de Ronin qui disait la vidéo est incroyable. Bon, merci beaucoup évidemment. Tout est clair, recherché et bien détaillé, rien n'est survolé. 40 minutes. Non, c'était pas du tout ça, mais merci quand même. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire.
Il y avait les 30 milliards, effectivement, on a fait une petite faute. Il y a un petit dé qui est parti, mais bon, sorry. Ah, VTech sur Lewis Hamilton de la part de Sylvain. Ah, quand même. La vache, ça part fort. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Excuse-moi, j'avais répondu. Ah, voilà. Et l'équipe Andretti dans tout ça, est-ce qu'il pourrait voir le jour en rejoignant Cadillac dans les prochaines années lorsque Cadillac aura son propre moteur ou son apport n'a absolument aucune valeur ajoutée au projet? Qu'est-ce que j'avais répondu là-dessus? Effectivement, en fait, le timing de Sylvain. Oui, bah on est jeudi, c'est jeudi qui sort une vidéo, on est avant le Grand Prix d'Australie, s'il sort rien sur la Formule 1, c'est pas bien joué. En fait, effectivement, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup dans la vidéo. Projet Andretti est plus tel quel. Je pense quand même que comment dire, dans l'équipe en elle-même, il y aura une expertise Andretti puisque l'entreprise qui va gérer Cadillac F1 gère aussi les équipes, les différentes structures et équipes d'Andretti. Donc, moi, je vais partir du principe qu'en plus de ça, Andretti et le projet de base, ils ont investi quand même pas mal d'argent, que ce soit en ressources humaines ou en ressources techniques, en usines, etc. Tu vois. Donc, je vais partir du principe que il y aura toujours une petite partie Andretti. Très certainement qu'elle va s'accentuer sans qu'on le sache vraiment, mais tu vois, c'est un petit peu comme l'usine à Brackley, qu'on appelle Mercedes, mais parce que c'est juste qu'on a mis un badge Mercedes dessus, tu vois, entre guillemets. Donc, je pense qu'il y aura du Andretti, ce sera juste pas Andretti, ce sera Cadillac. Mais il y aura de l'expertise Andretti, à mon avis, notamment sur la partie équipe de course, gestion de course, organisation d'un week-end, organisation des équipes d'arrêt au stand, des mécanos, ceci, cela. Il y a une expertise Andretti qui est là. Donc, forcément, ils vont s'en servir chez Cadillac parce que ils l'ont sous la main. Encore une fois, c'est par l'entreprise qui chapeaute les structures Andretti, la structure Cadillac, la structure Wayne Taylor Racing et la structure Spire Motorsport de mémoire. Je pense qu'on verra jamais le nom Andretti en Formule 1, mais c'est un peu comme, comme les moteurs, c'est lesquels là, les petits moteurs des Merco. En fait, tu soulèves le capot, t'enlèves le cache, il y a marqué Renault. Tu vois, c'est pas marqué, tu soulèves le cache où il y a l'étoile là, Mercedes. Tu soulèves, bim, il y a marqué Renault, tu vois. Je pense que ça va se passer un peu comme ça. Il y aura un petit peu forcément de Andretti. Le reste sera très Cadillac et sera du recrutement de sport auto américain peut-être, tu vois, je pense. L'ingénierie, je sais pas, j'ai aucune idée de savoir si si ce sera Cadillac ou si ce sera Andretti. Je pense que ce sera un mix de plusieurs choses, tu vois. Ce sera aussi du recrutement. Encore une fois, faut pas oublier qu'ils ont recruté Pat Simons et Graham Lowdon, qui sont quand même des grosses figures, notamment Pat Simons, hein, pour le coup, qui est en tant que consultant ou directeur technique, je sais plus. Donc ils vont faire venir quand même quelques figures. Maintenant, bon, on verra ce que ça donne. Mais effectivement, peut y avoir je pense qu'il y aura une expertise Andretti, c'est juste qu'on la verra pas, elle sera masquée par le Cadillac officiellement, tu vois. J'avais une autre question que j'avais repérée ce matin en regardant un petit peu vos commentaires. Des pieds lourds sur Mohamed. Et j'aurais du lourd, Michel. Du très très lourd. Des amendes pour des gros mots. Un Hans mal positionné. Rien ne m'échappe. Donc oui, d'ailleurs, la vidéo sur Mohamed Ben Sulayem, je l'ai tournée tout à l'heure de mémoire. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y avait beaucoup trop de choses à dire. Donc il y aura une autre partie sur high-tech. Parce que c'était pour ça que je voulais l'aborder. Et en fait, je peux plus l'aborder. Trop de trucs à dire. Donc voilà, pareil. Vidéo sur Mohamed Ben Sulayem qui sera à suivre. Ah voilà, hyper intéressant. Tu parles beaucoup du risque qu'une écurie, par le biais d'un investisseur, vienne en Formule 1 juste pour s'en mettre plein les poches et repartir. Alors je me demandais, Lawrence Stroll, c'était pas un peu le même risque? Effectivement, la question se pose, c'est une super bonne question. La différence entre arriver en Formule 1 et être une 11e écurie et racheter une écurie qui est déjà existante, faut bien faire la différence entre ça. C'est que aujourd'hui, l'écosystème de la Formule 1, depuis, c'est quoi, 2004, 2010. C'est depuis combien de temps qu'on est à 20 écuries, à 20 voitures là, à 10 écuries? On avait depuis 2016 parce que As avait remplacé Caterham ou un truc dans le genre, je crois. 2016, il y avait encore Manor, puisque Esteban Ocon a fait ses premiers grands prix avec Manor. Donc 2016, c'était encore 22 équipes, 22 voitures, c'est ça? Et donc 2017, on était passé à 10. En fait, parce que en fait, c'est l'un des Manor dernière 11e écurie, oui. Ok, d'accord. Ok, 2016, 22 voitures, c'est ça. Et 2016, d'ailleurs, ça marque. Donc c'était il y a. Ça fait quasiment 10 ans. Ça fait 9 ans qu'on avait qu'on avait ce système de qualification qu'on a emmené sur 2 ou 3 grands prix. Système de qualification par élimination au temps.
toutes les 90 secondes, on éliminait quelqu'un. Personne n'avait rien compris, ça a foiré total. Ils ont abandonné le truc et on est revenu à Q1, Q2, Q3 normal, tu vois. La question, tu parles beaucoup du risque qu'une écurie, par le biais d'un investisseur, vienne en F1 juste pour s'en mettre plein les poches et repartir. Est-ce que ça a été le cas de Lawrence Stroll? La réponse c'est non, même si le dénominateur commun c'est s'en mettre plein les poches parce que c'est aussi l'objectif du business, hein, d'une certaine manière. Enfin, je veux dire, bien sûr que tu fais de la Formule 1 pour certains par passion, mais c'est pas parce que c'est une passion que tu vas pas te faire payer ou que tu vas pas essayer de gagner de l'argent. Et je pense que, je sais pas si c'est le cas que en France, mais en France, on a beaucoup de mal avec ça. On part du principe que parce que c'est une passion, on est dénué de toute envie de faire de l'argent. C'est faux. C'est faux. Et c'est pas grave. Les deux sont pas incompatibles enfin, en soi, tu vois. Avoir une passion et derrière vouloir faire de l'argent avec, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est si à un moment donné, effectivement, l'aspect pécunier prend beaucoup trop le dessus et où le projet ne tourne qu'autour de ça, là, ça devient peut-être un problème. C'est pas vraiment le cas de Lawrence Stroll et c'est aussi et c'est un point différentiel qu'on peut avoir avec d'autres investisseurs sportifs. Lawrence Stroll, il est présent dans le paddock depuis plus de 20 ans, 25 ans, facile. Si vous reprenez F1 Manager dans les années début 2000, fin 90, début 2000, parce qu'il y avait un jeu F1 Manager édité par EA Sports, vous gériez les sponsors, etc. Vous avez Lawrence Stroll qui s'occupait de Tommy Hilfiger d'ailleurs, puisque c'est lui qui a en grande partie amené Tommy Hilfiger au Canada de mémoire. Lawrence Stroll, il est dans le game de la Formule 1 depuis longtemps. C'est aussi un énorme passionné de voitures et de sport automobile, et quand tu vois la collection de Ferrari qu'il a, le projet de son fils, bon malheureusement c'est pas un projet Verstappen, c'est un projet Stroll avec Lance Stroll. Voilà, l'émotion qu'il avait avec les larmes aux yeux de voir son fils sur son premier podium en 2017 à Bakou. Voilà, tout ça en fait, Lawrence Stroll, lui, c'est un vrai passionné de sport auto et de Formule 1. Et du coup, l'intention première de Lawrence Stroll, quand il a racheté Force India, il l'a racheté pour pas cher, mais il a racheté tous les actifs, donc toutes les parties qui permettent de faire de la Formule 1 entre guillemets, donc c'est-à-dire l'usine, le personnel, les droits intellectuels, enfin voilà, plein de choses. Il a fait Racing Point, et c'est ensuite qu'il a mis en... Comment dire? C'est en rachetant Racing Point qu'il a commencé à mettre en œuvre son projet d'écurie de Formule 1 qui, je pense, devait le titiller depuis un petit moment, où justement, c'est de construire un projet, dégager les personnes qui sont pas suffisamment compétentes ou qui contribuent pas suffisamment à de la performance ou à la vision qu'a Lawrence Stroll, et ensuite effectivement il allait chercher de l'argent avec des investisseurs pour racheter Aston Martin et donc du coup en faire une écurie de Formule 1 et une écurie même plus globale de sport auto avec de la LMH qu'on a cette année, même si bon visiblement ça roule pas si fort, et en plus de ça du GT, puisque les Aston Martin c'est quoi, c'est V8 Vantage de mémoire qui sont engagés en GT3, donc voilà, il y a quand même une écurie de course, il y a quelque chose, etc. Ça participe au rayonnement de la marque, c'est un projet global de marque, tu vois. Lawrence Stroll est le bon exemple de ce que peut attendre la Formule 1 d'un investisseur, et donc let's go. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, et j'ai eu un ou deux commentaires comme ça dans la vidéo, on dit oui, mais qui sommes-nous ou qui es-tu, Despiello, pour juger la qualité de Andretti? Alors moi, j'ai rien jugé de la qualité d'Andretti, je dis juste qu'effectivement, pour l'instant, Andretti typiquement n'a jamais construit de châssis, puisque la Formule E, l'IndyCar, ce sont des châssis Dallara qu'on leur fournit. Derrière, ils en font une très bonne exploitation et grand bien leur face. Et probablement qu'ils auront un rôle à jouer là-dedans, comme on l'a dit juste avant, sur l'équipe de course de Cadillac. Mais aujourd'hui, le projet Cadillac est une nouvelle entreprise qui part d'une feuille blanche. Là où Alpine, Sauber notamment, les écuries qui étaient un peu à la ramasse sur ces dernières années. Alors, pas forcément Alpine, mais je prends la saison 2024 comme vu elle a commencé, tu vois. Mais on parlait de Williams, on parlait de Sauber, etc. Et on disait, mais en fait, eux sont pas meilleurs, quoi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils foutent là aussi? Donc, c'est pas valide la réflexion. Sauf que, en fait, le problème, c'est que ce sont déjà des équipes de Formule 1 avec déjà du personnel qualifié pour la F1 où il y a du travail pour les faire devenir performantes. C'est pas du tout la même chose que de créer une entreprise et de partir d'une feuille blanche sur un projet pour arriver en Formule 1. Et effectivement, le but du jeu, c'est que on ait un peloton qui soit hyper resserré pour faire du spectacle. Et c'est pour ça que, justement, Williams,
c'est en train de se redresser grâce notamment au budget cap et au fait que on engage les bonnes personnes, etc. avec James Valves. Et puis il faut pas oublier que Williams est soutenu par un fonds d'investissement, enfin est détenu en tout cas par un fonds d'investissement new-yorkais qui est Dorilton Capital, qui ont placé du coup les bonnes personnes parce que le but du jeu c'est quand même de faire du pognon. Il y a quand même des intentions qui restent pour le moment nobles et le fait que Dorilton soit là depuis 2020 et qu'ils aient traversé les années de complications, etc. et qu'aujourd'hui ça va mieux, etc. C'est chaud, tu vois, mais au moins ils sont restés. Donc ça, ils auraient très bien pu acheter et revendre. Et là, très certainement que Dorilton, une fois qu'ils auront fait une belle plus-value et que Williams sera à nouveau sur des podiums ou peut-être aura commencé à marquer des victoires, s'ils sentent qu'ils arrivent un peu au bout du projet, ils revendront. Stake et Sauber, pareil, ce sont des écuries qui sont là depuis très longtemps. Et Williams était une écurie historique, est une écurie historique. Sauber l'est devenue aussi plus ou moins. Après, je ne sais pas si elle a le statut d'historique pour le coup. Je ne sais plus quelle écurie a le statut d'historique. Mais comme ce sont des écuries qui sont déjà en Formule 1, on va pas les virer. On va les garder. Et on va essayer de construire dessus. Ça sert à rien de les virer et d'en prendre une autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc autant garder les mêmes écuries, réinvestir dessus, faire rentrer des gens qui n'ont pas le choix que d'investir de l'argent. Là où quand tu arrives en 11e écurie, forcément, tu découpes le même gâteau, non pas en 10, mais en 11. Donc du coup, c'est un petit peu ça la chose. Donc effectivement, la question était très bonne sur Lawrence Stroll. Et effectivement, en fait, de manière un peu plus large, le coup du... Il y a d'autres équipes qui sont à la ramasse. Oui, bien sûr. Mais en fait, aujourd'hui, pour pouvoir rentrer en Formule 1, ça sert à rien d'engager une équipe qui va rejoindre Stake, par exemple, sur le cours de la saison, ou alors qui va se prendre 2 secondes par Stake. Si tu engages une HRT, une Hispania Racing Team comme on avait en 2010, mais zéro. Enfin, c'est complètement loupé. Ça n'a strictement aucun sens. Donc oui, effectivement, si on veut une 12e, 13e écurie, on va leur demander d'avoir un dossier ultra béton et solide parce qu'on va vouloir qu'elles fassent tout de suite de la plus-value, enfin, qu'elles apportent de la valeur au sport, que ce soit en termes commercial, que ce soit en termes de sportif surtout, etc., etc. Pendant que on essaie de faire en sorte que les écuries qui sont un peu à la ramasse arrivent à reprendre du poil de la bête. Voilà ce que je voulais dire. En tout cas, c'était les 2 questions que je voulais un peu aborder. Je pense que il y en a peut-être d'autres qui peuvent être intéressantes, mais j'ai pas eu le temps de les lire depuis tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que franchement, ça fait plaisir, ça fait des jolies stats, on le voit. Vous êtes surtout très contents dans les commentaires et pour moi, ça c'est le principal. Donc voilà, on sait que on se dirige bien sur la bonne route pour cette année. C'est quelque chose qu'on kiffe faire, qui nous demande encore un petit peu de travail, tu vois, pour bien tout accommoder comme il faut, puis pour pouvoir vous sortir des gros contenus, des contenus un peu cool. Donc voilà.